Bienvenue dans Virage Digital, un virage digital consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Quels sont les enjeux au niveau de l'entreprise, qui doit s'en occuper et comment y aller de façon très concrète. Pour parler de ce sujet, on a le plaisir d'avoir en plateau deux spécialistes, Robin Ferrière. Bonjour Robin. Bonjour. Vous êtes senior AI consultant chez Orange Consulting. AI Senior Manager, pardon, chez Orange Consulting. Il y a une terminologie. Hein. Je me reprends. Et à côté de vous, on a le plaisir d'avoir Frédéric Charles. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et vous êtes directeur stratégie digitale et innovation chez Suez Smart Solutions. L'un et l'autre, vous nous présentez vos entreprises, peut-être pour commencer, Frédéric. Alors, au sein de Suez Smart Solutions, c'est une entité dédiée au numérique qui est née dans la télérelève des compteurs et dans les usines pour lesquelles il y avait beaucoup de relève de données. On a commencé à développer des solutions dites smart, d'où notre nom, pour piloter les usines, pour offrir des services directement aux clients internes et aux consommateurs à partir de ces données. On a fait ça pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, en fait, on développe nos solutions dans différents domaines qui sont propres à l'environnement et à la Smart City, à la ville intelligente. C'est combien de personnes qui sont dans cette entité? C'est de l'ordre de 200 personnes dans le monde. On est principalement basé en France, mais on est aussi en Nouvelle-Zélande également. D'accord. Beaucoup d'intelligence artificielle donc dans ces smart solutions. Alors la partie d'AI. Paradoxalement, aujourd'hui, on fait déjà, parce que l'intelligence artificielle, on reviendra sur la définition exacte, mais en fait, on fait déjà depuis longtemps du prédictif. Alors, pas encore à base de machine learning, mais on fait déjà depuis longtemps, puisqu'on prédit les fuites, par exemple. On va prédire, on va travailler sur l'ensemble des données. En fait, on est né là, c'est né ici parce qu'on avait beaucoup de données. Donc, beaucoup de données, à un moment donné, on se demande qu'est-ce qu'on en fait et on commence à analyser. En fait, l'intelligence artificielle, elle est devant nous. Elle est sur la coordination. D'où la coordination de notre roadmap produit, et elle va être essentielle dans le développement de nos produits. D'accord. Robin, vous, Orange Consulting, quelle est la part d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un vrai sujet ou est-ce que c'est encore cosmétique pour l'instant? Alors, d'abord, Orange Consulting, pour vos auditeurs ou les internautes qui connaîtraient mal, c'est une branche de Orange Business Services qui fournit un certain nombre de prestations, mais schématiquement, notre métier, c'est d'accompagner la transformation digitale de nos clients. Souvent grands comptes, mais également ETI. Et quand je parle de transformation digitale, on peut avoir deux axes. Soit c'est de leur propre transformation vis-à-vis de leurs clients, ou soit en interne vis-à-vis de leurs propres collaborateurs. Dans ce cadre-là, effectivement, l'intelligence artificielle est un sujet. Et c'est la raison pour laquelle j'ai justement rejoint l'entité récemment. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi on parle au niveau de l'entreprise? On peut imaginer plein de choses, mais là, on est une émission orientée business. Quelles sont les premières mesures, les premières applications? Alors, les premières applications qu'on va trouver de façon assez commune, parce que c'est le buzz du moment et on le comprend pourquoi, ce sont les chatbots. Il y a effectivement un changement de comportement des utilisateurs. On rappelle ce que c'est un chatbot pour ceux qui ne sont pas familiers. Bien sûr. Alors, un chatbot, c'est un agent conversationnel qui est totalement protéiforme. Ça peut prendre la forme, par exemple, de Amazon Alexa ou Google Home, c'est-à-dire que c'est une enceinte qui est pilotée par la voix. À qui on parle, en effet. À qui on parle. À qui l'on parle. C'est une boîte à qui l'on parle et qui est censée vous comprendre dans votre propre langue et vous répondre dans votre propre langue. Mais ça peut aussi prendre d'autres interfaces, en particulier textuelles. Et en fait, le mouvement vient de là, le changement d'habitude des consommateurs vient de là. On est tous passés d'un monde web desktop à un monde mobile avec des applis. Et effectivement, depuis quelques temps, on voit qu'il y a une stagnation de l'usage des applis pour partir vers du chat conversationnel. Donc la première application de cette intelligence artificielle, c'est surtout dans l'interface homme-machine, dans la sémantique, dans la capacité à comprendre finalement ce que dit un humain? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est même comme ça, souvent j'aime bien introduire. C'est vraiment la nouvelle interface homme-machine. Et je dis homme-machine learning. En fait, c'est finalement quand la machine a commencé à apprendre. Sur le sujet de chatbot, pour montrer l'évolution, ça fait peut-être 5-6 ans. On a un chatbot qui est sur le site de Suez pour l'eau France, par exemple, où on peut poser une question sur je veux faire un déménagement, je veux payer ma facture, et il va répondre. Mais la base qui est derrière, c'est une base qui a été pré-mâchée à l'avance avec des questions toutes faites. On fait de la catégorisation et on redonne sur le bon lien qui va aider l'internaute à trouver plus vite son chemin au sein du site internet.
Le chatbot dont on parle demain, on a une réelle analyse, un apprentissage qui n'est pas lié uniquement à ce qu'on lui a donné. Donc nous, il se répond en gros aux factures, à l'environnement, à un certain nombre de mots limités, mais un apprentissage beaucoup plus large, ce qui pose la question d'ailleurs de la question de d'où vient cette base de données qui va permettre cet apprentissage. Et finalement, il y aura peut-être peu d'élus dans les chatbots qui vont émerger, et uniquement ceux qui arriveront à maintenir ça. Donc c'est bien une évolution de choses qui existaient, mais pour lesquelles la machine va changer l'interface en fait. Et ça, cette première application, c'est une application de l'intelligence artificielle permise par l'intelligence artificielle, mais c'en est une parmi d'autres. Parmi d'autres, bien sûr. Les autres, c'est quoi alors? Alors, je citais celle-là, effectivement, je reviens juste 2 secondes dessus parce que votre utilisateur final, votre client, et lui, il se fout de savoir, si vous me permettez l'expression, que c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Ce qu'il veut juste, c'est une relation fluide avec la marque qu'il est en train d'acheter. Et effectivement, quid de la meilleure interface, et sans doute et la plus universelle, c'est quand même l'interface conversationnelle, donc que ce soit vocale ou textuelle. Donc effectivement, c'est ce qui explique le véritable engouement pour les chatbots. Mais on peut retrouver de l'intelligence artificielle un petit peu partout. Je suis totalement en phase avec vous quand vous nous dites que, en bon monsieur Jourdain, ça fait quand même des années qu'on en fait sans trop le savoir. Je vais prendre l'exemple d'Orange, qui effectivement gère aussi une partie de sa relation client, en particulier chez Soch, à travers des chatbots, mais indépendamment de ça, vous qui utilisez des tuyaux Orange, que ce soit en fixe avec la fibre DSL ou en mobile, sans le savoir, en fait, notre réseau est équilibré, sa charge est équilibrée justement à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc il y en a un peu partout. Depuis plusieurs années. Et il y en aura de plus en plus. Frédéric, c'est votre sentiment, ça va aller de plus en plus vite, hein. Alors, derrière la technologie, on va dire qu'il y a le moteur et les données. Finalement, le moteur, ce n'est pas le plus important. On voit aujourd'hui que certains moteurs se développent et sont mis en open source, donc sont accessibles pour reconnaître des photos, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas de barrière. Je n'ai pas besoin d'aligner une équipe d'ingénieurs pour analyser les photos et comprendre mes installations avec les photos. En revanche, j'ai besoin des photos. J'ai besoin des données. J'ai besoin des données, voilà. En fait, la question, c'est ça l'important, c'est dans quelle piscine de données on peut puiser. Exactement. Donc c'est déjà un peu un facteur à la fois qui rend possible, mais qui limite aussi ce que peut faire une entreprise. Donc dans notre cas, on est plutôt dans la partie conseil, et puis moins on travaille dans la suite des chatbots avec des conseillers, mais en fait on travaille plus en B2B, hein, donc avec nos clients collectivités locales, les industries, les responsables d'usines. Donc on va être dans ce côté conseiller, où en fait l'analyse de données en permanence, et comme on est sur des processus temps réel, va permettre de rajouter une option. Alors aujourd'hui on n'est pas dans la conversation parce que les IHM entre guillemets du monde industriel ne sont pas conversationnels, ne sont pas encore conversationnels. Mais quoique... c'est quoi un IHM? L'interface homme-machine, la façon dont aujourd'hui c'est plutôt on appelle des dashboards, des écrans avec des jauges et ainsi de suite, ils vont interagir de cette façon-là. Alors que dans le monde du particulier, on est déjà dans la relation, et on l'est encore plus d'ailleurs, on parlait en Chine. Il faut aussi se méfier du tropisme qu'on peut avoir par rapport à l'Europe. En Chine, nos clients sont déjà sur WeChat, qui est une messagerie instantanée, voilà, et sont beaucoup plus développés que certaines plateformes américaines. Et juste peut-être pour rebondir néanmoins sur ce que vous disiez, je suis en phase sur le fait que les interfaces homme-machine aujourd'hui sont graphiques. Dans le meilleur des cas, c'est sur des tablettes et on clique sur des icônes, et sinon on utilise une souris et on parcourt des menus, voilà. Et c'est la raison pour laquelle effectivement ce passage à la conversation est finalement beaucoup plus naturel. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit l'entreprise qui vous impose d'apprendre l'ergonomie des 17 intranets que vous avez quand vous êtes un grand compte, ou même simplement des quelques logiciels peut-être de Microsoft que vous avez quand vous êtes une TPE-PME, là on inverse le mouvement et on se dit on va essayer de s'adapter à vous. Dans le B2B, aujourd'hui, on a une marge de progression qui est absolument énorme, et en particulier dans le secteur industriel auquel vous êtes forcément sensible. Typiquement, chez Orange Consulting et Orange Application for Business, notre ESN interne à OBS, on a fait typiquement un proof of concept. Donc on a fait une expérimentation avec PSA, je peux la nommer puisqu'elle a été présentée publiquement dans Microsoft Experience, où sur la chaîne justement de production de Peugeot, les opérateurs ont besoin par définition de leurs mains, hein, ils voient des moteurs passer devant eux, et puis à chaque fois qu'il y a un changement de chaîne, ils devaient décrocher le mode d'emploi du montage du moteur, etc., prendre connaissance des instructions, etc. Ce qu'on leur a permis de faire, c'est d'équiper de micro-casques justement chacun de ces opérateurs pour qu'ils reçoivent les instructions sur
attention, c'est le moteur XYZ, tu sais, celui qui se monte à l'envers, etc. D'accord. Et ce qui permet par ailleurs aussi d'intervenir. Alors vous allez voir qu'en fait, là, l'IA, elle intervient en tant que médiatrice entre humains. Et c'est là un peu le paradoxe. C'est-à-dire que j'ai un problème de visseuse, je suis sur la chaîne de montage. Passe-moi la clé de 12. Mais le passe-moi la clé de 12, on la fait pas à l'être humain qui supervise, on l'a fait à un bot qui fait remonter lui sur une interface graphique justement au superviseur. Il y a un problème de visseuse qui lui n'appuie que. Mais là on est encore dans l'IA au niveau de l'interface, hein. C'est ça que vous nous dites, ou est-ce qu'il y a aussi de l'IA plus profonde sur les moteurs, sur les erreurs que font les humains par exemple, et qui sont corrigées? L'enjeu effectivement c'est en particulier, typiquement si on parle de constructeurs automobiles, le gros enjeu en ce moment, c'est la maintenance prédictive. C'est ce qu'on va retrouver surtout dans l'industrie 4.0, donc pas forcément dans le produit final, mais sur la chaîne de fabrication, avec des systèmes donc clairement d'intelligence artificielle qui vont par exemple simplement enregistrer le bruit qui est fait par les machines-outils et qui, en arrivant à constater une différence de fréquence, va pouvoir vous prédire une machine qui va tomber en panne. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des humains sur les chaînes de montage chez Peugeot. Pour combien de temps, on verra. Frédéric, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, donc cette finalement puissance, cette masse de data qui fait la puissance de l'intelligence artificielle, et ça nous permet peut-être finalement de comprendre et de catégoriser cette intelligence artificielle. C'est pas une intelligence du style humain qui peut extrapoler. C'est plus elle a d'informations, plus elle sera puissante et forte, en tout cas pour l'instant. Disons, tant qu'on est dans le machine learning et les technologies qui s'appuient sur ce type de données, absolument. Après, maintenant, il y a beaucoup de buzz autour d'intelligence artificielle qui jouent entre elles et qui amélioreraient la performance du jeu de Go et autres. Bon, je pense qu'on n'est pas là dans l'industrie. Voilà, absolument, il y a un gradient. Je pense qu'on n'est pas là et on a organisé la semaine dernière, d'ailleurs, on a rassemblé l'ensemble de notre communauté de data scientists au sein de Suez et les laboratoires de recherche, et on a fait venir des experts et on a beaucoup échangé sur ce sujet-là. Et en fait, un des points clés qui ressort, c'est que même les universitaires, même les experts aujourd'hui reconnaissent qu'il y a quand même beaucoup de buzz. Il y a des sujets qui sont dans la presse et qui ne seront pas là avant 5 ans, dans 10 ans. Donc si on revient à la transformation des entreprises, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dans les 3-5 prochaines années concrètement? C'est l'analyse de données qu'on a ou pas, avec bien sûr de nouveaux algorithmes. Et après, la question, alors bien sûr l'IHM va arriver. Là, on fait apparaître deux choses. Il y a des fois, l'intelligence artificielle on va dire qu'elle va être consciente. On est conscient qu'elle est là et qu'elle existe. Quand on met un chatbot qui discute avec nous, on mime finalement une conversation avec un autre être humain. Donc on se dit, tiens, il a une conscience, il est bien en face de moi. Mais on va avoir aussi le téléphone qui vibre ou la montre de sécurité qui va vibrer quand on va passer à côté d'une situation dangereuse, qui aura été reconnue dans l'usine par l'intelligence artificielle, mais on ne sera pas nécessairement conscient que c'est une intelligence artificielle qui nous aura empêché d'avoir un accident. Donc, elle va être multiforme, en fait. Et c'est vrai qu'on parle toujours du robot... liquide. Voilà. On va la retrouver partout. Voilà. Donc, il faut jusqu'où vraiment... elle va aller, cette liquidité? Jusqu'où on va aller partout? Où est-ce que ça s'arrête? Dans le monde de l'entreprise, j'entends. Il y a le sujet, la question c'est comment, nous typiquement par rapport au sujet, si je reviens juste de dire, tiens, aujourd'hui sur un site internet, on a un chatbot qui est sur une base de questions-réponses, demain je vais en faire un conseiller qui va avoir une base beaucoup plus globale et même conseiller de manière très très personnalisée un client. On peut se dire, est-ce que c'est à nous de développer l'interface jusqu'à celui qui va en avoir besoin et peut-être pas, finalement, ça sera peut-être juste une API qui sera dans la voiture et dans la Tesla de notre client. Il va parler à sa voiture, il va lui dire, mais au fait, est-ce que j'ai consommé de l'eau ou pas? Bon. Et donc, cette liquidité va aller jusqu'à un nouvel équipement qui peut être, on parle des Google Home, Alexa dans la maison, mais qui peut être dans la voiture, qui peut être à l'endroit. Donc elle va venir s'insérer à l'endroit où il y a la situation opérationnelle présente un intérêt. C'est très très vrai dans l'industrie, parce que dans l'industrie, on est dans des processus et elle va améliorer et transformer les processus. Est-ce que c'est un prolongement de la numérisation qu'on observe, cette transition numérique qui est en train de redéfinir beaucoup de cartes, redistribuer beaucoup de cartes dans le business traditionnel, ou est-ce qu'on est dans une rupture avec l'intelligence artificielle? Alors pour moi, on est dans une continuité, ça peut être un peu choquant de dire ça, mais on est dans une continuité totale, où effectivement on va avoir un groupe d'acteurs qui, in fine, à moins de 5 ans, tiendra comme toujours sur les doigts de la main. C'est les GAFAM, donc c'est Google, Apple, Facebook,
Amazon et Microsoft, et les GAFAMI, pardon, j'ai oublié IBM, Watson, qui a bien l'intention de jouer dans la cour, alors qu'il y a beaucoup moins de données que les autres. On peut challenger le IBM par rapport aux données. On peut le challenger par rapport au volume de données, effectivement. Mais voilà, donc un groupe d'acteurs dont c'est le métier d'être éditeur et fournisseur de solutions. Et puis après, le reste de l'industrie, donc quand je dis l'industrie, ça va être les SS2I, ESN, / cabinet de conseil, / les agences digitales aussi, sur certains points, qui s'approprient ces outils et les font rentrer dans l'entreprise et permettent au DSI de se les approprier. Mais donc vous partagez cette vision, Frédéric. Pour Robin, si je traduis, en fait, c'est comme le passage au cloud. On fait appel à des spécialistes, il y a des providers qui vous donnent des solutions et finalement, on gère cette migration. Ça sera du même ordre pour vous ? Alors, sur le fait qu'il y aura peu d'acteurs qui vont fournir quelques services de base, qui vont devenir des commodités et qui aujourd'hui sont des innovations, là-dessus, effectivement, j'ai pas de doute. La continuité que je vois, moi, c'est le fait que finalement, dans un monde où on va produire de plus en plus de données, en fait, on atteint la limite du cerveau humain pour l'arriver à les traiter. Donc, quelque part, l'intelligence artificielle, elle arrive aussi comme une réponse à ce qu'on a créé nous-mêmes. C'est cette capacité à créer des données. Alors après, on pourrait dire, on va revenir en arrière, on va créer moins de données, mais la réalité est là. Je vais prendre un exemple tout simple qu'on vit tous les jours, les emails. Aujourd'hui, vous allez recevoir 150, 200, 300 emails. Bon, je ne sais pas qui va sortir le service, mais je suis convaincu que dans les 2 ans, 3 ans, il y aura une intelligence artificielle pour traiter mes emails, me prioriser et être mon propre conseiller. Alors, une assistante moderne de zéro. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, on a atteint une limite au traitement que l'on peut nous-mêmes avoir. Donc, en fait, ça va forcément sortir parce que c'est un besoin. Moi, j'adore votre exemple. J'en prends encore plus trivial. Mais juste une précision, je dis assistante, mais je devrais dire assistante ou assistant. Faut pas faire de sexisme en la matière. Ouais. Alors, votre exemple, en l'occurrence, le chatbot, il s'appelle Olivier chez nous au départ, sur le site, et c'est un choix consommateur. On a testé les deux, et c'est finalement Olivier qui a sorti. C'est pas comme les anges, c'est sexué. Non, l'exemple effectivement, c'est celui d'un cas bien concret qu'on a dans les entreprises et a fortiori dans les grands comptes, peut-être encore un peu plus que dans les PME. C'est d'après vous combien de temps on passe par jour, chacun d'entre nous en moyenne, tout niveau hiérarchique, à programmer des réunions. 20 minutes. 1 heure. On passe 1 heure de nos journées à programmer les réunions des jours à venir. Là-dessus, effectivement, les premières réponses qui sont effectivement pas de l'IA et qui sont tout à fait contestables, ça s'appelle pour moi du spam, mais voilà, c'est X.ai ou en France c'est Julie Desk qui est donc votre assistante, mais spécialisée pas encore sur la lecture des mails, mais dans l'organisation des réunions. Dans les faits, ce que ça fait, c'est que ça renvoie des emails à vos interlocuteurs humains qui, eux, par contre, doivent répondre aux 17 échanges d'emails avec la machine qui dit « Est-ce que vous êtes dispo mardi à 17h ?» Il faudrait les deux machines, en fait. Et donc, c'est le monde vers lequel on va, effectivement, où chacun se dotera de son propre agent. Des machines to machine. Mais de shopping, par exemple, typiquement, ou d'organisation et de productivité individuelle. Alors, je sais qu'on fait un peu peut-être de science-fiction, mais ça va assez vite. On se pose encore la question, certaines entreprises se posent encore la question de la transition numérique. À qui confier la responsabilité? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on embauche de l'extérieur? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on promeut? Est-ce que c'est au niveau du board? Est-ce que c'est le PDG qui doit se retrousser les manches? Pour l'IA, l'intelligence artificielle, qui doit s'en charger? Alors, toujours la question assez compliquée, qu'on verra. L'avenir nous le dira, on va dire. Si on repart du raisonnement de la donnée, d'abord, c'est un rôle qui est transverse. Donc, et deuxièmement, c'est un rôle, on le voit à travers le sujet de l'éthique, impact sur le travail, l'arrivée des robots éventuels, qui concernent forcément la direction générale et la façon d'organiser l'entreprise. Donc, c'est forcément un poste qui est rattaché à la direction générale par rapport à la puissance, finalement, qui peut être délivrée par ce type de projet, pour qu'il y ait un vrai alignement entre la stratégie de l'entreprise et les moyens techniques que l'on peut mettre. Après, c'est forcément transverse, donc toujours le même, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut émerger à un endroit donné. On va parler de chatbot, donc la direction clientèle va peut-être émerger et va s'emparer du sujet dans telle entreprise parce que c'est le client qui est le plus important. Dans d'autres, ça va être peut-être, je ne sais pas, la logistique ou autre. Donc on a besoin d'un rôle transverse. Ma vision des choses, c'est que le Chief Digital Officer, s'il existe, en fait, est bien positionné puisqu'il a déjà un rôle transverse dans la transformation des processus. Et il y aura un lien entre processus IA et données derrière. Et sinon, la réponse est le plus haut possible? En tout cas, il faut que ce soit rattaché effectivement le plus haut possible pour les impacts que peuvent avoir, parce qu'on n'est pas en train de parler, quand on parle d'analyse de données hautes, mais les impacts que peuvent avoir certaines de technologies à l'avenir sur la façon de repenser l'entreprise et de repenser tout simplement la relation homme-machine.
Robin? Moi, j'ai pas du tout la même, mais c'est intéressant. Enfin, je suis pas orthogonal à votre point de vue, parce que effectivement, je considère que, et c'est l'expérience qu'on a avec nos clients, que c'est un sujet absolument transverse. Mais on est convaincu chez Orange Consulting que, en fait, ça serait une grave erreur, surtout là, je parle en 2017 ou 2018, de confier cette responsabilité-là à une personne unique, quand bien même elle serait en haut de l'organisation, ça ne change rien. Bien sûr qu'il y a une mobilisation de la direction générale qui va de soi, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une première phase, et je reviendrai sur les CDO juste après, on est dans une première phase où on a besoin d'avoir cette double logique entre un top-down qui dit « go, on y va », et d'ailleurs on y accorde quelques budgets, et une approche totalement bottom-up où en fait c'est la direction de la relation client, la direction marketing, une direction digitale qui pourrait être différente, ou X ou Y, les RH, le juridique, parce qu'on fait aussi des bots internes pour ces fonctions support, qui s'approprient le sujet, qui le débrouillent, qui montent quelque part en sensibilité, en compétence, en appétence, en mode test and learn. Mais ça, c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous le voyez. Dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Parce que le département RH, il dit ah non, attendez, là, je dois déjà remplir. Dans la vraie vie, vous allez voir la direction marketing qui frappe à votre porte en vous disant j'ai surtout pas été demandé à la DSI parce que voilà, ça va être le truc habituel. Je contourne. Dans d'autres cas de figure, la DSI vient vous voir en disant j'ai envie d'être force de proposition à mes utilisateurs et je pense qu'elle a vraiment un rôle à jouer. Et c'est à elle quand même d'être l'orchestrateur. Mais on est dans une phase où en fait les initiatives émergent de partout, parce que ça vient d'en haut, mais parce que ça vient d'en bas aussi. Et on est dans une première phase d'apprentissage. Dans une seconde phase, il y aura une problématique d'orchestration. Mais typiquement pour moi, je ne crois pas aux magiciens qui viennent de... Alors s'il vient de l'extérieur, c'est encore pire que tout. Mais s'il venait de l'intérieur et qu'il avait été propulsé, comme on a fait cette bêtise il y a 3-5 ans avec les Chief Digital Officers, on a vu que ça n'a pas donné grand-chose. L'enjeu, pourquoi ça ne donne pas grand-chose? Parce que le gars qui se retrouve Chief Digital Officer, quand bien même il était extrêmement brillant et issu du monde du software et qu'on le projette avec ses compétences et son environnement dans un autre monde, dans les faits, il n'a aucun pouvoir, il n'a pas de PNL. Donc en face de lui, il va avoir des patrons de business unit qui, in fine, décident ou pas de leur degré de digitalisation. On a des... Pas tout à fait en phase. Enfin, oui, c'est intéressant. Donc, quoi disons que... Bon, mais ça, c'est parce que vous êtes Chief Digital Officer. Non, je ne suis pas Chief Digital Officer. Non, ce que je voulais dire, effectivement, je suis d'accord, c'est bien de la coordination dont je parlais, et je ne disais pas qu'il fallait qu'il y ait un monsieur IA. Il n'y a pas besoin de créer un poste, ils existent déjà dans le digital, puisque l'IA est finalement une évolution de la transformation. Après j'entends l'argument de dire il faut des gens pour coordonner, il faut des gens pour insulfer, il faut des gens pour initier des petites choses. Et c'est vrai que quand on a les mains dans le guidon dans une direction, c'est pas toujours simple. Imaginons une société pour laquelle le recrutement de talent est essentiel et ils le savent. Le recrutement de talent a basculé dans le monde de l'IA, dans le monde de LinkedIn, sur de la capture de données dans le web. Ils n'ont pas nécessairement les compétences en interne qu'ils n'ont pas recrutées en amont. Ils n'ont pas nécessairement cette vision et cette sensibilité-là. S'il n'y a pas un Chief Digital Officer pour les réveiller, avec une certaine aura, on va dire, à défaut de relation, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc en fait, oui, c'est pas lui ou elle qui va réussir à tout piloter. Par contre, c'est quand même important qu'il y ait cet alignement permanent entre la stratégie de l'entreprise et finalement les zones. On ne peut pas tout transformer en même temps, les zones qu'il faut transformer en priorité. Parce qu'il y a une course. On entend des discours alarmistes de certains grands responsables de la high-tech mondiale. On pense par exemple à Elon Musk, mais aussi Bill Gates, qui sont un peu tirent des sonnettes d'alarme en disant attention, l'IA, ça peut sortir de la boîte et on ne contrôlera plus rien. Là, ce que vous nous décrivez, en tout cas dans le monde de l'entreprise, c'est plutôt une IA gentillette, avec une meilleure interface. Ça accompagne l'évolution humaine. Est-ce qu'il n'y a pas un scénario aussi où on peut se dire tiens, ça peut être plus radical que ça, plus disruptif? L'hypothèse qu'on a posée dans la discussion, c'est de se dire on va pour l'instant, dans les 5 prochaines années, pas imaginer qu'il y a des applications radicales de deep learning et d'intelligence artificielle qui parlent entre elles pour réorganiser l'entreprise. Alors peut-être que c'est une erreur, en tout cas ça permet au moins d'avancer sur ces 5 premières années. Donc c'est bien ce scénario-là. Et si ça devait arriver, l'ancrage qu'on a pu mettre dans la transformation et dans la direction générale permettra de le gérer. Je pense qu'il y a beaucoup de discours, notamment Elon Musk qui en parallèle de ça en a forcément besoin pour faire fonctionner ses voitures. Il y a beaucoup de discours alarmistes mais qui sont très très futuristes en fait. Ce sont des gens qui ont une vision à 20, Terminator, c'est pas pour demain c'est peut-être pour le 2020, nouveau DRH qui s'appelle Terminator, non, c'est pas tout de suite. Peut-être qu'il faut
faut se préoccuper dès maintenant des problématiques de 2001. En tout cas, ils ont joué un rôle important. Ils ont joué un rôle de réveiller les politiques. Il y a peut-être 3 ans, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Le dernier gouvernement a lancé une mission France-IA. Elle a été reprise par le nouveau gouvernement. Donc au moins pour la France, il y a ça. Les Chinois sont bien convaincus. On a entendu aussi les Russes qui en parlent. Bon, voilà. Comme toujours, il y a un peu de militaire derrière aussi. Hein. Voilà. Donc en tout cas, ça a permis de réveiller le politique, pour le meilleur ou pour le pire, on ne sait pas. Mais en tout cas, en matière de militaire. Voilà. Et donc, ce n'est pas une technologie neutre. D'où l'importance de sa bonne gestion. Oui, je suis en phase avec votre point de vue. Je considère au contraire même... Enfin, on voit d'ailleurs que, vous savez, dans la fameuse courbe de hype du Gartner, on est en plein dedans. On a passé le pic. C'est-à-dire que même dans la presse, on voit aujourd'hui un certain nombre de critiques et de désaveux, des promesses, effectivement, qui avaient été complètement utopiques. Et, alors, soit on est dans la menace et c'est Terminator, soit c'est demain, on va tous tomber amoureux de notre système d'exploitation, etc. Dans la réalité, et si on se focalise sur l'entreprise, on est juste dans une accélération de mouvements qui ont déjà eu lieu, en particulier le big data et l'analyse, la data science. En fait, on est dans la prolongation de ça. Donc on est dans la recherche de la performance et on n'est pas encore dans le fait de mettre les gens au chômage. Alors on reste en effet sur Terre et à court terme. Ceux qui nous regardent, chefs d'entreprise qui veulent faire les premiers pas en termes d'IA, qui se disent en effet, pourquoi pas, j'ai une entreprise de logistique, d'IT, whatever, ça peut me rendre service. Comment on fait? C'est quoi les premiers pas, les premières mesures à prendre? Personnellement, je dirais que les premières mesures à prendre, c'est de s'opposer à la problématique du business. Effectivement, c'est pas de savoir si je vais prendre telle techno ou telle autre et si demain je vais pouvoir me targuer de faire du deep learning. Ça, c'est une problématique de start-up qui cherche à convaincre des investisseurs. Donc, elle rajoute le logo ML ou le tampon pour dire moi, ça s'exprime en millions, etc. Le chef d'entreprise, le gars qui a vraiment un business à faire tourner, sa première étape, ça va être de dire je suis dans la logistique. Ma problématique, par exemple, c'est que mes caristes chargent le camion qui part dans une semaine au lieu que ça soit le camion qui doit partir dans la demi-heure. Comment je peux améliorer ce système-là? Je prends un autre exemple, c'est Areva qui, justement, avec les HoloLens de Microsoft, permet en fait... Les HoloLens, ce sont les lunettes de réalité augmentée, qui permettent de plaquer des images dans la vraie vie. Exactement. Donc on ne parle pas de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée. Je vois ce qu'il y a dans la pièce, mais en plus, en surimpression, je vois des messages supplémentaires. Et qui, justement, est en train d'utiliser ça pour le contrôle de ces centrales nucléaires. Que ça soit de l'IA ou pas, il se trouve qu'effectivement, il y en a, c'est une bonne chose, mais la problématique d'Areva, c'est comment je fais pour diminuer les risques industriels et humains et sociaux. Sur les premiers pas. Ouais, ce que je dirais, c'est que retour sur les données, c'est finalement de quelles données je dispose, sur lesquelles j'ai une capacité d'apprentissage. Alors bien sûr en rapport avec ces processus que je veux améliorer, parce qu'on peut aussi s'apercevoir que finalement on n'a pas cette capacité-là. Donc on peut se dire tiens c'est super, je vais organiser ma logistique, et je m'aperçois que mon système d'information est hyper éclaté. Je m'aperçois que je n'ai pas cette possibilité-là. Ça veut dire que ça ramène, donc c'est bien. On revient aux fondamentaux. Le fondamental, c'est d'avoir ces données, qu'elles soient structurées, qu'elles soient organisées, que j'ai une capacité de les sortir. Ce qui remonte bien sûr le lien avec l'étape précédente, c'est la transformation digitale et le digital. On parlait de la DSI tout à l'heure. Les DSI qui ont organisé déjà les données vont faciliter ensuite le développement de l'IA, et encore plus dans une PME ou dans une entreprise qui va vouloir tout de suite avancer sur des processus concrets. Ça ne veut pas dire qu'on repense tout à partir d'une feuille blanche. Encore une fois, on est dans la logique, on prolonge et on essaie d'utiliser ce levier comme on peut. Et comme vous venez de le dire, alors là je suis à 200% en phase. Poser la problématique de l'IA, c'est d'abord se poser la problématique des briques, nécessaires. Et en fait, c'est poser la question de la transfo digitale, tout ce qui est de plus classique. Un exemple, comme vous le mentionnez tout à l'heure, j'ai une application métier pour la logistique ou quoi que ce soit. Et si je me pose la question, je reviens sur mon chatbot parce que c'est mon truc du moment, mais mais sauf que votre chatbot, pour pouvoir donner la date de livraison à l'utilisateur final, si votre application métier de logistique n'est pas APIisée, le chatbot ne va pas inventer l'info, elle vient pas de nulle part. Donc ça suppose vient à la data et à la connexion, aux besoins de connexion. Et au fait de s'être digitalisé. Est-ce qu'il y a des secteurs qui s'y prêtent plus que d'autres? On parle de la logistique, on imagine les développements. Est-ce qu'il y a des secteurs en avance en termes d'IA?
Moi, perso, j'en ai pas la connaissance. Je peux vous dire que dans nos clients, on a aussi bien des banques qui d'ailleurs ont des vraies problématiques, en particulier réglementaires. Et pourtant, s'il y a bien un domaine dans lequel, et on voit à quel point ils sont en train de se faire disrupter par les fintechs, et ils en ont conscience. Ouais. Donc des acteurs qui, eux, sont pas soumis aux mêmes régulations, mais on va avoir justement donc, un logisticien. On a un laboratoire pharmaceutique dont je n'ai pas le droit de dire le nom, mais il est un peu connu en France. On a tout type d'acteurs, on a des mutuelles, on a même des acteurs du public. Ça, c'est extrêmement intéressant de voir la dynamique. Et je ne fais pas référence qu'à Cédric Villani. Hein. Je parle de nos administrations. Donc, qui ont beaucoup de données aussi par définition, par construction. Frédéric, vous... Je pense que la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on va aller, entre guillemets, faire plus vite que l'homme, d'une certaine façon. Donc, quand on a du temps réel et des prises de décision très, très rapides, ce qui est notre cas, par exemple, quand on a des réseaux d'assainissement où on ne maîtrise pas les volumes parce qu'il pleut, parce qu'on a des rejets industriels et qu'il faut gérer ça et qu'on ne peut pas arrêter la station en permanence. Donc, c'est clairement un domaine, même si ça paraît au départ être du béton enterré sous une ville. En fait, c'est un domaine qui est hyper numérisé. C'est un domaine dans lequel on fait évoluer nos algorithmes de manière assez importante. Donc ça montre qu'il n'y a pas de... Voilà, le temps réel va jouer, la gestion de crise aussi chez nous va jouer. Donc c'est plutôt dans ces domaines-là qu'on va regarder les premières applications, mais aussi les applications d'interface aux machines. C'est-à-dire qu'en fait, il faut repenser où est-ce que j'ai une interface avec une machine et où est-ce qu'elle peut me délivrer plus de valeur, parce que la montre va vibrer quand je suis dans une situation de danger, parce que je ne vais pas aller naviguer dans 22 menus, mais je vais lui demander est-ce que ma consommation est supérieure à celle du quartier, et je vais avoir une réponse. Donc en fait, il faut retrouver ces points de contact et repenser ces points de contact. Merci messieurs pour vos lumières sur cet enjeu pour l'entreprise qu'est l'intelligence artificielle. Merci de nous avoir rendu un peu plus intelligents sur la question. Et on espère vous retrouver pour un prochain épisode. On verra comment tout cela progresse et ça va quand même assez vite. C'est ce qu'on peut constater. À bientôt. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour un prochain épisode de Virage Digital. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.